Bon, on va y aller, hein, on va faire court. Je sais pas si on aura trop de monde. Donc, petite classe virtuelle en deux temps. Parler un tout petit peu de ce que c'est que l'objet pour Sophie. Et puis partir d'un code réalisé par Sophie qui est intéressant et qu'on peut un peu optimiser, ce qui permet de discuter un peu de tout ça, quoi. Voilà. Par quoi on commence? Vous êtes trois, votez là tous les trois. On commence par l'objet ou on commence par les objets? Donc Sophie, ok, bon, allez, de vote. On n'attend même pas Franck, de toute façon, c'est pas lui qui va inverser le dispositif. Alors, la programmation objet, c'est un truc assez lourd. Quand moi je fais un cours d'initiation à la programmation objet, ça prend un module de 30 heures pour voir les concepts principaux. Donc il est hors de question de faire ça ici. Mais plutôt vous dire ce que sont les objets et le petit PDF de Wilton l'expliquait bien, hein, j'ai pas la peine d'aller plus loin. Donc on appelle ça programmation objet parce que c'est censé représenter le monde réel et aussi le monde de l'informatique. Et un objet, il se caractérise par des propriétés et des méthodes. Les méthodes, ce sont les fonctions, et les propriétés, c'est ce qu'on appelle les attributs ou les champs. Ça ressemble du point de vue attribut-champ, ça ressemble un peu à base de données. Donc par exemple, on pourrait... Ah, mon son sature un peu, je vais un peu baisser alors. Là, c'est mieux. Ou c'est encore ça sature encore. Je descends encore un peu. Ok. Ok. Donc, je disais, oui, si je prends un objet humain, les objets humains, eh ben, ils ont des propriétés, ils ont une taille, ils ont un poids, ils ont la couleur des yeux, etc., etc. Et ils ont des méthodes, marcher, courir, dormir, manger, voilà. S'accoupler, voilà. Bon. S'accoupler, c'est une méthode intéressante parce qu'on voit que les objets peuvent communiquer entre eux. Je n'irai pas plus loin. Donc, alors, pourquoi on a inventé la programmation objet? C'est parce qu'on s'apercevait dans les années 80-90 qu'on réécrivait tout le temps les mêmes codes dans les programmes et qu'on s'est dit, ben, autant fournir des packages complets avec des objets déjà tout prêts qui ont leurs propriétés et leurs méthodes. Et puis, la personne qui veut utiliser ces objets-là, en fait, ce qu'on fournit, c'est des classes. La classe, c'est le concept, c'est le modèle. Par exemple, je peux avoir la classe voiture. Moi, quand je fais la programmation objet, je démarre souvent par la classe voiture. Donc, on définit le concept de voiture avec toutes ses propriétés, ses méthodes, rouler, freiner, etc., puissance, voilà. Et puis après, on crée des objets qu'on appelle des instances en programmation objet sur ces modèles, sur ce modèle de voiture. Et ces objets, on peut s'en servir. Et donc, vous l'avez vu en PowerShell, vous le voyez aussi en Python. Quand on veut accéder à une méthode de l'objet, on y accède par le point. Donc, si j'ai ma classe voiture, je vais créer une voiture que j'appelle V, qui est un objet qui est une instance de la classe voiture. En général, on utilise un mot-clé qui s'appelle new. Je dis voiture V égale new voiture. Je lui donne des propriétés. Et puis après, je dis ma voiture, pour la faire rouler, j'écris v.rouler, v.démarrer, etc. Et alors, pour revenir maintenant, donc vous n'allez pas développer objet, mais vous allez constamment utiliser la programmation objet. Donc je ne rentre pas dans le développement, ce que ferait un développeur qui utilise l'objet et qui crée lui-même ses propres classes, en général, en partant de classes existantes et en les enrichissant de propriétés et de méthodes à lui. On dit que c'est de l'héritage, de la dérivation. Et
mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, je vais vous montrer un beau langage qui est vraiment objet, c'est Java. Moi, Python, j'adore Python, hein, mais Python pour objet, il est pas bon du tout. Je trouve qu'il est mal fait, que, comme je vous l'ai dit, il est à la fois un peu objet, pas objet, c'est pas tranché. Donc, je voulais vous montrer la documentation Java. Je l'ai ouverte ici. Donc ça, c'est la doc Java, une partie de la doc Java, avec ici, sur la gauche, là, toutes les classes qui sont à la disposition d'un développeur. C'est-à-dire que tout ce que Java lui met à la disposition pour écrire son code, notamment tout ce qui est interface graphique, etc. quoi. Gestion des événements, clic sur les boutons, etc. etc. Donc, je vous ai ouvert ici la classe ArrayList, qui est vraiment la même chose que la classe list de Python. Python, c'est aussi une classe, les listes sont aussi des classes. Donc, je ne vous détaille pas le code, mais pour vous montrer comment on s'y retrouve. Alors, dans la doc Java, il y a toujours, globalement, on dit à quoi ça sert. Après, on trouve les champs, donc ce qu'ils appellent les propriétés. Voilà, il n'y a pas beaucoup de propriétés pour une liste. Les constructeurs, j'en parle pas, c'est important, mais c'est quand on crée une liste. Et puis après, vous avez toutes les méthodes, les fonctions, là, toutes les méthodes. Donc, en général, leur nom et ce qui est marqué suffit au développeur pour savoir ce que ça fait. Donc, la méthode add, eh ben, elle va ajouter l'élément E à la liste et elle l'ajoute à la fin de la liste et elle renvoie un boolean, elle renvoie true si ça s'est bien passé et false sinon. Alors, moi je le sais parce que j'utilise souvent, mais quand on ne le sait pas, eh bien, on clique dessus, on rentre dans la doc et on a vraiment la spécification de la classe avec les paramètres, les retours. Ça, c'est analogue à ce que moi je vous fais documenter sur les fonctions. Donc si on revient, on va retrouver, ça c'est pour ajouter un élément mais à la position qu'on veut, comme insert dans Python. Clear, ça se passe de commentaires, ça enlève tous les éléments de la liste. Il y a toujours la méthode clone qui permet de cloner, la méthode get qui permet de retourner l'élément qui est à l'index donné, etc., etc. Une méthode isEmpty qui vous dit si la liste est vide ou pas, etc. Une méthode remove qui permet d'enlever un objet qui est à l'index machin ou d'enlever un objet de façon spécifique. Alors là, on trouve un concept fort de la programmation orientée objet qu'on appelle la surcharge ou polymorphisme, c'est-à-dire que des fonctions qui portent le même nom, on peut avoir différentes fonctions qui portent le même nom parce que la liste des paramètres qu'elles attendent est différente. Mais on garde le même nom parce que dans les deux cas, c'est une méthode remove. Alors que celle-là, elle remove l'objet qui est à l'index machin, 3 par exemple, tandis que celle-là, elle remove vraiment un objet donné. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher dans la liste l'objet et elle le remove s'il y est. Voilà. Bon, est-ce que... Alors, pourquoi on a inventé la programmation objet? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour ne pas réinventer la roue. Et puis, c'est pour fournir du code qui est compréhensible d'un développeur à l'autre. Hein. Voilà, c'est énorme pour ça, parce que là, tous les développeurs Java, ils utilisent la même base de classes. Donc, ils peuvent lire leur code entre eux, l'enrichir, et même des fois, quand ils enrichissent une classe, et ça devient une classe générique, Java la certifie et l'intègre dans sa doc, hein, il y a du développement collaboratif. Et puis, on est sûr que en fournissant à la fois un objet et des méthodes, on garde la cohérence d'un objet quand on agit sur lui. Alors là, je prends souvent cet exemple avec mes étudiants quand je leur parle de ça. Maintenant, enfin, quand moi j'ai commencé à conduire des voitures dans les années 1970,
j'avais une 2 chevaux et je pouvais changer mes bougies. Hein. J'avais une clé à bougie, voilà, tout le monde pouvait faire ça. Maintenant, si vous achetez une voiture, le bloc moteur il est complètement imperméable et maintenant pour agir sur le bloc moteur, il faut aller directement chez le garagiste qui lui a les méthodes qui vont bien. En fait, la programmation objet elle sert aussi à ça, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'agir sur l'objet directement sans passer par les méthodes qui sont fournies avec l'objet. Et là, c'est pareil pour les moteurs des voitures, sans passer par les spécialistes et les outils qui vont avec les objets qui sont livrés dans le contexte des moteurs de voiture. Voilà. Alors, ah oui, dans Appen, Python, dans Appen, non. Dans Python, Appen, c'est pas un objet, c'est une méthode. C'est la liste qui est un objet. C'est L. Tu dis L.append. Donc l'objet, il est toujours avant le point, et la méthode, elle est après le point. Si tu veux, pour faire vite. OK? Donc si je crée une voiture V, qui est un objet, je vais écrire V.rouler. Rouler, ça sera la méthode. Méthode plus objet égale intégration à la limite de la fonction. Qu'est-ce que tu veux dire plus précisément, Franck? Je vous donne la parole à tous, hein, vous n'êtes pas nombreux. Donc... Ouais, Franck, tu veux dire quoi? Méthode plus objet intègre une fonctionnalité complète, oui. Oui, si tu veux. Alors, si vous faites avec PowerShell, vous avez sûrement, enfin j'ai jamais développé en PowerShell, mais j'imagine, vous avez probablement un objet qui représente un Active Directory. Donc vous faites le lien sur un objet de type Active Directory en pointant sur votre Active Directory intéressant. Et puis après, vous allez avoir les méthodes de l'objet qui vont vous permettre de créer un utilisateur, d'aller chercher les propriétés d'un utilisateur qui est lui-même un objet, etc. etc. quoi. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça simplifie. En tout cas, ça structure vraiment la programmation. Ça structure, ça permet à tout le monde de parler le même langage. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. La lecture, elle est plus claire, mais c'est pas forcément l'avis de Sophie. Alors c'est vrai que des fois, ça fait des longues lignes de code. Hein. Si vous voulez attaquer une imprimante qui est présente dans l'Active Directory, vous allez probablement avoir toute une chaîne. Je vais arrêter le partage d'écran. Vous allez avoir probablement toute une chaîne qui arrive à toute l'imprimante, à l'imprimante finale, qui va être le domaine, point, le serveur, point, l'Active Directory, bon, je sais pas, je suis pas un spécialiste de PowerShell, mais point, l'ONU, point machin, point l'imprimante égale point get statut. Voilà. Et ça va vous permettre de récupérer le statut de l'imprimante. Donc souvent, ça fait du code assez long, mais très structuré. Bon, est-ce que Sophie, est-ce que tu considères que tu en sais assez pour un... Oui, c'est ça, oui, je suis d'accord avec toi, Paul Quentin. Oui. Est-ce que tu considères que tu en sais assez pour
pour quelqu'un qui va scripter et qui va devoir comprendre du code et pas en écrire, parce que, encore une fois, vous n'allez pas écrire du code objet, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Le Panepidi, ça, ouais, d'accord. Et maintenant, avec ça, tu fais le lien avec, ben je vais repartager mon écran, puis on va montrer ton code. Alors, vous voyez tous le code de Sophie, là? Ok, donc je reviens sur le code. Il est là. Euh, alors ici, vous voyez, c'est un peu du faux objet Python parce que comme elle, c'est une liste, ça implémente l'objet liste. Et, euh, et ici, Sophie, donc sans le savoir, un peu comme la Madame Jourdain de la programmation objet, eh ben, tu utilises la méthode sort de la classe list sur l'objet L qui est une instance de la classe list. Comme moi, Guillaume Bourlet, je suis une instance de la classe des humains. Donc là, en vraie programmation objet, il aurait fallu un new ici, mais là, c'est une déclaration de variable habituelle, de programmation standard, on dit. Donc ici, tu la tries. Là, ces deux lignes, elles sont super intéressantes parce qu'elles expriment bien à elles-mêmes, à L2, ce que je dis de Python, qui est à la fois objet et pas objet. C'est-à-dire que là, Python, il est objet et on appelle la méthode sort par le point. Et là, le max de la liste, alors qu'on devrait avoir un L.max si c'était objet, on a un max de L et on dit qu'on appelle ça la programmation procédurale, comme vous l'avez vu dans le chapitre 3 sur les fonctions. Donc ça, c'est les fonctions au sens du chapitre 3, et ça, c'est les fonctions au sens de la programmation objet. Et en programmation objet, ces fonctions s'appellent des méthodes. Voilà. Donc ça, c'est un appel procédural, et ça, c'est un appel procédural aussi. Il n'y a pas de point. OK? Donc maintenant, regardons le code de Sophie, qui vraiment est pas mal. Euh, donc ça, elle l'a fait puisque c'était ma demande. Ensuite, elle trie. Là, elle fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire là. Elle demande à l'utilisateur le symbole qui veut illustrer. Moi, j'avais dit des étoiles. J'avais pas souvenir d'avoir demandé un symbole, mais c'est peut-être un ajout que fait Sophie pour avoir un bonus ou parce que c'est plus fun. Et, euh, et elle lance la méthode occurrence qu'elle a créée, qui attend une liste, le max et le symbole. Alors, première remarque, Sophie, je vais détacher le chat. Alors, hop, du partage d'écran. Voilà, je repartage l'écran. Ok. Vous ne pas prendre la parole. Là, il y a plein de. Le code de Sophie, encore une fois, il est très intéressant, il est bien fait, il marche. Hein. Mais il y a des trucs, des petits trucs qui vont pas. Premièrement, là, sur ce Vmax qu'on passe ici. Non, personne n'a dit mot.
D'accord. Donc Paul Quentin ne confirme qu'on demandait que des étoiles, mais bon, mais c'est bien d'avoir fait cet ajout en ligne 56. Là. Ça c'est un rajout intéressant, quoi. Alors, pourquoi le Vmax, là, il ne va pas à cet endroit-là? En fait, Sophie, quand tu considères ta fonction ici, qui s'appelle occurrence, et comme son nom l'indique, euh, elle va dessiner ce qu'il faut, les bâtons, etc., avec leurs occurrences, avec le caractère que toi tu as choisi, ce qui est bien, eh ben, elle n'a besoin que de la liste et du caractère. Elle n'a pas besoin de Vmax en entrée. C'est un faux paramètre d'entrée parce que, en fait, ton Vmax, tu devrais l'avoir ici. Ça devrait être là. C'est un faux paramètre parce que dès que tu connais la liste, tu connais son Vmax. Donc ça devrait être une variable locale et non pas une variable globale. Donc ça, on ne devrait pas l'avoir ici. OK. Là, on devrait donc le supprimer. Et ici, on devrait donc l'enlever. Comme ça, ta fonction, elle n'a que ce dont elle a besoin. Il ne faut pas passer des faux paramètres qui sont dépendants des autres paramètres. Parce que s'ils sont dépendants, il vaut mieux les définir en variable globale et les calculer à l'intérieur. Tu me suis, Sophie? Ok, ouais, d'accord. La longueur, tu la récupères dans la fonction. Donc, c'est pas faux, hein, mais c'est pas une bonne pratique, quoi. Une fonction, tu lui donnes le minimum de paramètres dont elle a besoin pour fonctionner. Et là, tu lui en donnais un de trop, puisqu'elle peut le trouver toute seule. Alors, pour Paul Quentin et Franck qui seraient un peu surpris par le print, là, alors, ici, Sophie, elle a fait un choix un peu spécial qui se tient tout à fait. C'est-à-dire qu'elle a dit que la fonction occurrence, elle a dit qu'elle n'affiche pas les bâtons avec leur nombre, mais qu'elle crée une chaîne de caractères avec des sauts de ligne qui contient tous les bâtons et toutes les occurrences, et c'est cette chaîne qu'elle va retourner. Vous voyez, là, le retour, c'est une chaîne vide, et puis petit à petit, le retour s'augmente du nombre du nombre d'étoiles, voilà, ou du nombre de symboles, et puis du nombre, voilà, du nombre du nombre de la liste. Donc voilà, donc elle crée cette chaîne de caractères, puis évidemment avec l'anti/n pour aller à la ligne, et puis après, cette chaîne, elle la retourne, et donc la fonction se charge de la fonction principale. Elle appelle la fonction, ça retourne la chaîne complète avec les sauts de ligne, et évidemment la fonction principale l'affiche avec print. Bon, moi j'aurais pas programmé ça comme ça ici, j'aurais fait l'affichage là et j'aurais pas fait de retour. Mais je dis tellement qu'il faut privilégier les retours que c'est très bien que Sophie l'ait fait, là, du coup. Voilà. Donc maintenant, je voudrais terminer par l'optimisation de ce code. Ouais, donc voilà, Paul Quentin, il vient de faire la même remarque que moi. Moi, j'aurais affiché dans la fonction et j'aurais pas fait de retour, mais chacun son truc. Voilà. Et ça vraiment, il n'y a pas de meilleure pratique que l'une que l'autre, hein, donc ça se tient. Alors, si on regarde l'algorithme de Sophie ici, comment elle fait? Elle trouve d'abord la valeur maximale de la fonction, et puis elle va parcourir tous les entiers de 0 à la valeur max. Donc tant que i est inférieur à la valeur max, si l'entier i il est dans la liste, alors je compte combien de fois il y est, et donc elle a utilisé la méthode count des objets listes, donc ça c'est la programmation objet,
Et puis, ben, voilà, elle écrit ce qu'il faut, quoi. Donc, elle prend l'ancien retour, là où il y avait eu un saut de ligne. Elle écrit autant de symboles qu'il y a de nombres identiques dans la liste, là. Et puis, elle écrit le nombre. Voilà. Alors, ce code, il pouvait être optimisé, à mon avis, pas beaucoup, hein, mais avec un range. Pardon, avec une boucle for. Donc, tu as le droit de faire ça, Sophie, for i in L. Pour chaque i de L, eh ben, tu les comptes, là, hop, hop, tu fais ça. Alors, non. Alors, est-ce que ça va le faire? Ah oui, non, non. Non, non, parce que moi, je vais afficher les doublons. D'accord, ok. Je pensais à ça. Return retour. Donc maintenant, si je mets tout ça en commentaire, moi, ça va pas le faire puisque je vais afficher des doublons. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. D'accord. Ok. Quand tu mets des indentations, Sophie, tu mets des tabulations ou des espaces? Pourquoi ils m'ont pas fait ça? Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est le code de Sophie, il doit y avoir à la fois des tabulations et des espaces, donc c'est un peu compliqué. Bon, mais mon code, moi, il dupliquerait de toute façon, parce que si je passe sur des doublons, il va refaire, hein, il va afficher plusieurs fois le fait qu'il y ait avec le même nombre d'occurrences. Donc, ok. Donc le code de Sophie, finalement, il est bien. Euh, on va le laisser comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose d'autre? Oui, oui. Tu dis, Paul Quentin, il y a une super méthode count, mais elle l'utilise ici, hein, Sophie. C'est ce qu'elle fait, hein. Oui, oui. Ok. Donc tu fais ça aussi, mais du coup, la méthode de Sophie, elle est même optimisée par rapport à ça, hein, donc c'est bien. Je me demandais si on pouvait. Donc l'avantage, c'est que. Ouais. Ouais, il y a d'autres méthodes aussi qui consistent à. Je pense que c'est ce que tu es en train de dire, Paul Quentin, là, peut-être créer une liste auxiliaire qui est sans doublon. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. Eh ben, elle ne le fait pas, mais regarde comment elle fait là.
Ici, finalement, là où je pensais que son code n'était pas optimisé, mais finalement il est pas mal, et peut-être la méthode de Paul Quentin est mieux là, c'est que elle prend tous les entiers qui sont entre 0 et Vmax. Et si cet entier est dans la liste, elle compte combien de fois il y est, et puis elle affiche le bâton. Et après, elle passe à l'entier plus 1. Pas l'entier qui est après dans la liste, mais l'entier plus 1. Donc, elle ne peut pas retomber sur le même. Voilà. Alors, là où c'est pas optimisé, effectivement, c'est que tu testes tous les entiers. Voilà. Et ça peut être très long si tu as du big data, et si tu as une liste énorme avec... enfin, pas forcément une liste énorme, mais une liste avec un grand Vmax. Voilà. Si, voilà, ou même un petit Vmin, tu vois, avec des gros écarts. Donc, ce qu'on pourrait te reprocher, c'est justement, tu prends tous les nombres entre 0 et Vmax, et si dans ta liste, il y a 10 nombres, mais qui sont tous séparés par des milliards de nombres non utilisés, eh ben, tu vas tester tous les nombres de la liste. Donc, c'est le seul reproche qu'on puisse faire. Donc, vraiment, ouais, un bon algorithme, c'est celui suggéré par Paul Quentin, là. C'est-à-dire que créer une liste identique à la liste départ, mais sans doublon, la filtrer pour que chaque occurrence ne soit écrite qu'une fois, et puis après, parcourir cette liste sans doublon, et chaque fois aller chercher combien il y a de fois l'élément dans la liste initiale. Ouais, d'accord, ok. À coup de ligne dans l'autre liste, voilà. Donc ça, c'est le code optimisé de Paul Quentin pour éviter justement de balayer tous les entiers qui sont entre 0 et Vmax, même s'il y a des trous très grands. Non, 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 réécris pas ton code, Sophie, il va très bien. Comme je t'ai dit, il était sympa. Et j'étais très content que tu aies trouvé ça toute seule parce que on mesure les progrès accomplis. Voilà, voilà. Bon, est-ce que c'est la peine d'en faire plus là où on dit que c'est samedi soir, on va prendre l'apéro? Vas-y. Je prends le micro Bon, parce que vas-y. sinon, le temps d'écrire, ça va être trop long. C'est juste que sur le deuxième exercice, on demande en entrée, attends que je relise ce qui demandait exactement. C'est où? C'est pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises. Non. Ah oui, on entrera successivement la valeur de la chaîne. Alors, le nombre de la valeur de la liste, ça je ne l'ai pas fait. Les valeurs de la liste et la voyelle. Donc moi, ma question, c'était du coup, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'il fallait qu'on fasse entrer une liste par l'utilisateur ou pas? Ou voilà. Moi, du coup, j'ai demandé que la voyelle à l'utilisateur. J'ai pas demandé autre chose.
Bah c'est très bien, tu as donné la liste des Simpsons. Oui, moi j'ai pris ça, il fallait pas, il n'y avait pas besoin de chercher plus compliqué. Non, 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 c'est bon. D'accord. Oui, c'est Bon, comme bah c'est tout. c'est la même réponse que pour l'exercice qu'on vient de traiter. Comme j'ai dit, je suis trop vieux pour ces conneries, pour tester tout. Donc, même si vous mettez du code de saisie, moi, je vais l'ignorer et je vais arriver avec ma propre liste à moi. Donc, si tu l'as déjà fait, tu me fais gagner du temps. Donc, Ok, quand tu me fais gagner du temps, ce qui est le plus précieux pour moi, moi, je te mets des points. ok. Voilà. Donc, ça roule, c'est bien comme ça. Ok. Bon, bon. Eh ben, donc, on s'arrête là, c'est bon? Apéro? Non, non, mais si vous avez fait des demandes de saisie, ok. Alors, Paul Quentin, si tu veux me faire plaisir, tu laisses ta demande de saisie, tu la mets en commentaire et tu fais la même chose que Sophie en dur, c'est-à-dire que tu donnes ta liste, etc. Donc moi, je regarde la méthode de saisie, je vois à l'œil qu'elle est bonne sans avoir besoin de la tester. Donc tu as tous les points et les bonus qu'il faut si tu veux. Mais au moins, quand je teste avec la liste en dur et je gagne du temps. Ça roule? Ça marche. Ok. Bon, ben merci aux trois qui étaient là. Et puis, bonne soirée. De rien, c'était avec plaisir. Bye. D'accord. Moi, c'est Kirkassis, hein, je suis standard.